Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une cravate autour du cou de Martin Luther King ou que le sex appeal autour du cou d'Ava Gardner. Bienvenue dans les funérailles des tabous. Comme vous le savez, c'est l'émission qui, de manière hebdomadaire, vous donne rendez-vous afin de crever des abcès dans un but très précis. Participer à la renaissance de la communauté afro, mais à une renaissance par l'excellence. Et pour cela, pour m'accompagner comme de coutume, eh bien, j'ai mon acolyte, mon frère d'armes, au regard perçant, mais aux idées financières encore plus perçantes. Loïc Montluy, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, de quel tabou s'agit-il? Vous allez voir qu'il va nous faire réagir. Je commencerai d'abord par une phrase. La place de la femme, c'est à la cuisine. Cette phrase a fait couler beaucoup d'encre, a agité les réseaux sociaux. Elle est sortie de la bouche d'un pasteur qui s'est accroché à un ancien temps. Étant donné que cette phrase témoigne d'un constat implacable et légitime. Précisément, les femmes ne sont plus assignées à une place, étant donné qu'elles ont acquise légitimement, avec détermination, leur liberté. Et en changeant de place, elles ont de fait changé la société. Or, où commence la société si ce n'est dans un couple? Et qui dit couple, dit accouplement. En un mot, la place du sexe est devenue une question aujourd'hui d'ordre national qui répond à l'intérêt général. On va donc poser la question suivante. Quelle est la place du sexe aujourd'hui au sein d'un couple? Est-ce un plat de résistance ou un dessert? Pour y répondre, nous avons l'honneur d'accueillir deux spécialistes, et c'est rien de le dire en l'espèce, deux sexologues. Un tandem de choc et de chic, comme vous allez le constater. Je vous laisse vous présenter. Bien, bonjour, du coup moi je m'appelle Alexandra Vatimbella. Je suis sexologue et sophrologue et spécialiste entre autres des couples interculturels avec mon acolyte Monsieur Meuillot qui va se présenter également. Donc bonjour, et Elijah Meuillot, donc je suis sexologue interculturel. Donc je suis spécialiste donc, des relations interculturelles, ce qui veut dire tout simplement que nous accueillons, écoutons et conseillons des personnes en quête de soi, en quête de sens et en quête de jouissance dans toutes les acceptions du terme, afin de leur permettre, si vous voulez, de mieux être, de mieux faire couple, de mieux faire conjugalité, de mieux faire famille, de mieux faire coparentalité et finalement pour mieux faire fraternité et in fine mieux faire humanité. En tout cas, c'est l'ambition de la mission que nous nous évertuons à mener chaque jour en tant que sexologue et donc interculturel. Ça veut tout simplement dire des personnes de cultures différentes. Voilà une belle présentation. Alors, on va maintenant que le décor doré est planté, quel est, votre regard de l'intérieur, en tant que spécialiste, sur cette question? Quelle est la place du sexe aujourd'hui au sein du couple? Vaste question. Parce que déjà, il faudrait déterminer ce qu'est un couple. Qu'est-ce qu'un couple? Est-ce que c'est le même couple dans notre société actuelle, au XXIe siècle, qu'il l'était auparavant? Donc, comment est-ce qu'on définit le couple déjà? Est-ce qu'un couple, c'est un couple qui s'assemble, enfin deux personnes étrangères, hein, puisqu'au départ, elles ne se connaissent pas, qui s'assemblent parce qu'ils ont des intérêts en commun, parce qu'elles ont des intérêts en commun, ce qui était le cas avant. Avant, on se mariait pour des questions de... C'était deux familles qui... C'était un arrangement. Voilà, c'était un arrangement entre deux familles. Le couple a changé. Le couple, maintenant, c'est un couple qui se forme avec une ambition d'amour, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, si on s'aimait, c'était le plus. C'était la cerise sur le gâteau, mais on n'était pas obligé de s'aimer. Ou en tout cas, quand on se rencontrait, on ne se connaissait pas. Maintenant, les couples se forment aussi avec un objectif de couple romantique. Mais également, ce qui est une grande différence avec avant, c'est que la sexualité est au début de la relation. Et peut-être même avant la relation même. Et ça, c'est une grande différence. Donc effectivement, la place de la sexualité dans le couple a déjà changé
de par la formation même du couple, les raisons pour lesquelles on forme couple, ou en tout cas le début de la relation. C'est-à-dire que maintenant, on a probablement d'abord une relation sexuelle, et si jamais ça marche, eh bien, on forme couple. Et selon vous, comment peut-on expliquer ce changement ? Déjà, c'est parce qu'avant, il n'était pas envisageable pour une femme d'avoir une relation sexuelle avant le mariage. Il fallait être vierge avant le mariage. Donc même si la virginité, dans certaines cultures, dans certaines situations ou certains contextes, est encore importante, on va dire que si on parle de la France, puisque nous vivons en France, c'est déjà moins un tabou. La virginité n'est plus quelque chose qui est réclamé ou demandé ou indispensable au mariage. Donc un couple peut se former sur le rapport sexuel, on va dire après le rapport sexuel, qui avant était de toute manière, peut-être existait, mais en tout cas ça ne se disait pas. Et c'était tabou. Donc voilà, je vais laisser. Quel est ton avis ? On va dans le même sens, c'est-à-dire que là, ce qui peut en ressortir, c'est de comprendre la notion du contrat dans le couple. C'est-à-dire qu'en restant dans cette définition du couple, on pourrait dire que c'est l'union de deux étrangers qui décident en fait de partager un même territoire dans le but de partager un projet commun. Et donc, ce projet commun peut être un projet social, tout comme il peut être un projet intime, et tout comme il peut être les deux à la fois. Donc, cette logique-là est très importante parce que lorsqu'on veut savoir la place du sexe dans le couple, forcément, ça répond à certains enjeux. C'est-à-dire, nous, en tant que sexologues, parce que lorsqu'on parle de sexe, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de procréation ou on parle de plaisir, d'orgasme, de jouissance et donc d'érotisme ? Ce n'est pas la même chose. Le rôle du sexe est évolué. Toute personne qui a été en couple sait très bien que, ou même sans être en couple, un coup d'un soir peut accoucher d'un enfant. Oui. Donc, mais on va aussi dire que si on avait un enfant à chaque fois qu'on avait un rapport sexuel, la embêtant. Terre serait surpeuplée. Donc à partir de ce moment-là, la place du sexe dans le couple dépend effectivement du projet. Et donc, pour revenir, si vous voulez, à cette définition, à cette métaphore du couple, l'idée, c'est de bien comprendre que qui dit deux étrangers entraîne incompréhension, conflit, éventuellement, si on ne se comprend pas, et différence. Donc, lorsqu'on parle de partage, ça implique forcément communication, empathie. Lorsqu'on parle de territoire, ça veut dire enjeu, système de pouvoir. Lorsqu'on parle de projet commun, ça veut dire contrat, ça veut dire négociation et ça veut dire consentement. Parce qu'un contrat, c'est un échange de consentement. Et donc, si on revient à la logique du couple social et du couple intime, inévitablement, que ce soit pour l'un ou l'autre, il y a toujours une question de consentement. Parce que, et encore plus lorsqu'on est dans le couple intime où il y a la dimension de ce que vous pourrez dire sexuel, mais qui pour nous serait plutôt érotique quand on n'est pas dans une logique de procréation, un manque de consentement, c'est un viol. Un viol, c'est du pénal. Le pénal, c'est de la prison. Alors, j'aimerais vous interroger sur une question, à savoir, donc là, vous avez résumé, je résume grosso modo. Alors, il y avait le sexe procréation et le sexe plaisir est rentré en scène. Et moi, j'aimerais attirer votre attention sur une phrase qui m'a heurté, extraite d'une série, House of Cards. Je crois que c'est la punchline de toute la série, vous la connaissez, hein, à en croire votre rectus. Dans la vie, tout est affaire de sexe, sauf le sexe, qui est une affaire politique. C'est-à-dire qu'il y a le sexe plaisir, mais il y a également
le sexe-pouvoir, le sexe-domination, le rapport, entre guillemets, de force, qui se traduit dans les actes par tel ou tel, on privilégie telle ou telle position, on privilégie tel ou tel acte. Donc vous, de l'intérieur, vous avez un œil, d'une certaine façon, dans les chambres à coucher. Est-ce que ce rapport de force réellement se manifeste et comment vous l'observez? Qu'est-ce que vous avez à en dire sans rentrer sans violer le secret professionnel? Je crois que c'est pareil, on va parler d'époque. Pourquoi on fait l'amour dans un couple? Pour quelles raisons on fait l'amour? Quand on était dans un mariage, on va dire, où on ne connaissait pas l'autre, où ce n'était pas une attirance physique ou sexuelle qui nous amenait à former couple, est-ce qu'on faisait vraiment toujours l'amour avec son mari ou sa femme? Bon, déjà, c'est pas certain. Si ça marchait, tant mieux. Et effectivement, il y a peut-être des femmes d'où le devoir conjugal qui existait. On était censé subvenir aux besoins, entre guillemets, de l'homme. Actuellement, c'est vrai que pourquoi fait-on l'amour? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a du plaisir ou est-ce qu'on le fait pour se faire plaisir, donc à soi, ou est-ce qu'on le fait pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que c'est une histoire de domination? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une histoire plutôt de société avec des injonctions au plaisir, à faire plaisir à l'autre? Là, il y a une transformation ici dans la société où les femmes ont envie de faire l'amour pour se faire plaisir et pas parce qu'elles se sentent obligées de le faire. Ça ne veut pas dire qu'elles y arrivent. Et c'est devenu un enjeu politique majeur. On parle même de fossé orgasmique. Ses parents, voilà. L'orgasme gap, oui. Voilà, absolument. Ses parents distinguant justement le plaisir masculin du plaisir féminin. Donc c'est vraiment, à mon sens, une question majeure. Et ça fait écho à une polémique qui nous fait rire pour les uns, qui nous fait hurler pour les autres, l'affaire Will Smith, Jada Pinkett. Au-delà, derrière la gifle, derrière tout cela, on sait que si on remonte un peu le fil narratif, que Jada Pinkett ne s'est pas privée, au micro de Oprah Winfrey, de dire combien elle n'était pas satisfaite des performances de son homme à son égard, et le même d'ailleurs lequel a reconnu qu'effectivement il n'arrivait pas à répondre aux exigences. Donc c'est pour ça que cette question, est-ce que vous la voyez, est-ce que vous êtes au contact de ce type de témoignage, à savoir que le jugement que mesdames ou madame, en général, portent sur l'homme est davantage déterminé non plus sur des critères économiques, il gagne bien sa vie, des critères purement physiques, c'est un beau gosse, mais d'abord et avant tout sur les critères sexuels. C'est un bon coup, c'est un mauvais coup. C'est-à-dire, c'est un mauvais coup, il vaut rien, je le méprise, je ne lui fais pas à manger, je ne le respecte pas. C'est un bon coup, même s'il est au chômage, je peux l'accepter et lui masser les pieds. Disons qu'il est d'abord important vous parliez du gap ou de l'écart d'orgasme entre les hommes et les femmes. Mais je pense qu'il est important de rassurer tout le monde, ou en tout cas de rappeler à ceux qui l'auraient oublié que l'érotisme masculin n'a rien à voir avec l'érotisme féminin. Donc le gap, il est de fait. C'est-à-dire que... Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, parce que là, ça n'a pas d'intérêt. Disons que je dirais que l'orgasme masculin s'arrête où commence l'orgasme féminin. L'orgasme masculin s'arrête où commence l'orgasme féminin. Je suis un peu taquin, mais disons que l'idée est de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent que l'orgasme féminin peut être infini, là où l'orgasme masculin est quand même sujet à un certain nombre de contraintes physiologiques qui ne sont pas les mêmes chez la femme pour pouvoir atteindre l'orgasme, en réalité. C'est-à-dire que l'homme est sujet à l'érection, ou en tout cas, on est dans une société où, naturellement, on prône, en fait, on entend un certain nombre de choses, on construit les individus autour d'une sexualité ou d'un érotisme qui serait exclusivement autour de l'érection. Mais disons que, si vous voulez, l'érotisme, c'est un peu plus large que ça.
Et au niveau de la femme, on n'est pas dans une logique qui est une logique simplement d'érection et qui est plus lorsque la femme est dans une quête d'érotisme qui peut être une quête beaucoup plus grande que celle de l'homme. Oui, mais alors là, je pense qu'il peut y avoir peut-être une confusion pour les personnes qui nous écoutent. Parce que lorsqu'on t'entend, moi l'interprétation que j'ai, c'est plutôt que les femmes seraient favorisées, entre guillemets, alors que l'orgasme gap, c'est l'inverse. Non, qu'elles seraient plus à même d'avoir un érotisme pluriel, de l'homme etc. s'arrête là où celui de la femme commence. C'est ce que j'ai entendu. Sauf qu'en fait, là, on imagine que toutes les femmes jouissent. Ce qui est fait que l'orgasme gap, c'est l'inverse. C'est que la plupart des hommes ont un orgasme à chaque rapport sexuel, et que les femmes, pas du tout. Donc c'est ça l'orgasme gap quand même, c'est que les femmes atteignent moins l'orgasme, ont moins de plaisir lors d'un rapport sexuel hétérosexuel, je précise, puisque cet écart se réduit dans les rapports homosexuels féminins. Comment expliquez-vous ce gap ? L'orgasme gap, donc le fait que les femmes et les hommes n'aient pas le même accès au plaisir lors d'un rapport hétérosexuel, c'est probablement que déjà les femmes, on les a plus ou moins stigmatisées au niveau de leur plaisir, enfin même sûrement. Au cours des siècles, la femme n'a pas le droit au plaisir, l'homme oui. Donc en fait, toute l'image qu'on se fait de soi, de son accès au plaisir, conditionne l'accès au plaisir aussi. Il faut pouvoir accepter d'en avoir pour en avoir. Or, les hommes, c'est assez, on va dire que quelque part au niveau physiologique, depuis toujours, et même au niveau de la société, le plaisir est tout à fait admis pour eux, logique, normal. Et donc, forcément, l'accès pour eux est plus simple. Moi, pour toutes sortes de raisons. Donc, voilà, j'avais compris cette affirmation tonitruante sous un autre angle, vous me dites ce que vous en pensez, à savoir que ce qui motive, ce qui stimule les hommes en général, c'est davantage la conquête, et qu'une fois que la conquête est, j'allais dire, acquise, finalement, l'acte en lui-même, c'est plus un objectif en soi, résultat, sauf si on est acteur pornographique, on évacue, ou en tout cas on passe à l'acte et basta. Là où, justement, du côté de la jante féminine, sachant que le clitoris, c'est le seul organe du corps humain qui est dédié exclusivement, là je parle sous votre contrôle, au plaisir, eh bien c'est là où précisément la femme commence à vivre d'une certaine façon, alors que le moment où l'homme, lui, il a fini, il a conquis, il a acheté des roses, il l'a amené au restaurant, il lui a parlé, il lui a dit je t'amène les étoiles, la femme a dit ok t'es génial, et finalement il a eu satisfaction, c'est bon, l'esprit conquérant, d'où l'aspect de la politisation est acté, là où la femme, c'est à ce moment-là qu'elle a dit ok, tout ça c'était des amuse-bouches, c'était des préliminaires, maintenant on commence réellement j'allais dire, la fusion, la rencontre. Donc est-ce que même dans la perception du sexe, donc le sexe politique, le sexe conquérant et le sexe complice, le sexe fusion, ça n'expliquerait pas ce gap? Non, mais le sexe politique, c'est que, moi, la façon dont je le vois, c'est que la sexualité masculine est une façon, effectivement, de prendre le pouvoir sur les femmes, dans le sens où elles n'avaient pas vraiment le droit à la parole sur ce sujet, pas le droit au plaisir non plus, en tout cas, on ne s'en occupait pas. Donc le sexe est politique pour les femmes, parce que si elles prennent du plaisir aussi, ça devient aussi pour elles une façon de s'affirmer en tant que femme, qui je suis. Le sexe aussi, ça représente l'identité. La sexualité peut être une forme de conquête d'une identité. Oui, qui je suis, okay. Je suis parce que je jouis. Donc je suis. Oui, okay. Aussi. Je pense donc je suis et je jouis donc je suis. Donc je pense que ça, pour les femmes, oui, la conquête aussi de quelque chose qu'on leur a interdit d'avoir, qui était tabou. En revanche, oui, cette idée de se dire que finalement la rencontre, que la sexualité, la rencontre sexuelle, la rencontre érotique serait la finalité pour la femme et pas pour l'homme, ça c'est la première fois que j'entends ça, je trouve ça intéressant. Ça me paraît pas... Je dirais qu'un homme, s'il va jusqu'au rapport sexuel, il est presque sûr d'avoir satisfaction. Une femme, loin de là. C'est ça qu'on appelle l'orgasme gap, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles y vont aussi, peut-être pour faire plaisir à l'autre, ou pour se dire que c'est comme ça qu'elles vont garder quelqu'un.
pas forcément parce qu'elles y prennent du plaisir. Et donc le fait de prendre du plaisir dans la relation hétérosexuelle, c'est effectivement une prise de pouvoir pour la femme parce qu'elle est moins passive, elle devient active au même titre que l'homme. Et c'est là que c'est tout l'enjeu, on va dire, politique, si on le met sur un versant politique. Il y a un aspect qui me chiffonne à travers tout ce que l'on dit, c'est que j'ai l'impression que l'on ne parle pas assez des hommes qui prennent du plaisir en donnant du plaisir. Cher ami, on n'est pas dans les statistiques les plus élevées là, de ce type d'hommes. C'est rare, ces hommes-là se font rares. Disons que... Il y a beaucoup d'hommes donc, qui ont des relations sexuelles et leur seul objectif c'est... Hélas, oui. Non. Disons, moi, autour de moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Après, peut-être que mes amis sont rares. Une confession à nous faire, je ne sais pas. Il faut comprendre une chose. La société change de ce côté-là, évidemment. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on a, si on parle d'un point de vue, on parlait de politique, sexuelle ou érotique, disons que si, jusqu'à présent, dans une société patriarcale, machiste, sexiste, le baromètre du plaisir, c'est l'homme. Donc, si ce qui est en train d'évoluer dans les sociétés occidentales, si le baromètre du plaisir devient celui de la femme... C'est un renversement total du rapport même psychologique. Mais c'est un rapport psychologique, c'est un rapport de société. C'est-à-dire que vous imaginez que ça demande en fait qu'on crée une école des hommes. C'est ça, c'est ce que j'allais... C'est-à-dire qu'en fait, déjà, des hommes qui, aujourd'hui, on va dire que malheureusement, il y a un certain nombre de générations qui s'intéressent à l'érotisme au travers de la pornographie. Sauf que la pornographie, comme elle est aujourd'hui, parce qu'il y a eu, on va dire que d'un point de vue, si on parle de puriste, il y a une différence entre la pornographie et le porno, c'est-à-dire l'industrie du porno. À l'origine, la pornographie, c'est un style cinématographique avec des codes qui n'a rien à voir avec le porno de maintenant. Le porno aujourd'hui, c'est pensé pour les hommes. Et donc, inévitablement, d'où le fait que vous avez des femmes aujourd'hui qui prennent le relais pour produire des films qui sont plus proches des fantasmes féminins, tout à fait. Et donc, inévitablement, le plaisir féminin, je parle sous le contrôle d'une sexologue et d'une femme sexologue, donc pour qu'une femme atteigne le plaisir, voire la jouissance, il y a une grande part de lâcher-prise et en même temps, il y a une grande part d'imaginaire. Il y a une grande part, si vous voulez, physiologique qui n'est pas la même que chez l'homme. C'est-à-dire que, par exemple, en caricaturant un petit peu, mais l'organe de prédilection masculin pour le plaisir et l'érotisme, c'est la vue. Pour beaucoup d'hommes. D'où le fait que l'industrie pornographique marche énormément. Alors que, si vous voulez, chez les femmes, certaines femmes peuvent utiliser les 5 sens. Et certaines peuvent même atteindre l'orgasme sans contact physique, juste par la production de l'imaginaire. Donc, c'est en fait, c'est deux mondes. Pour ne pas dire, c'est deux cultures. La culture érotique masculine et la culture érotique féminine sont différentes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un dérèglement derrière cette industrie pornographique? Je pose cette question-là dans le sens où, certes, ça représente plus ou moins un fantasme masculin aujourd'hui dans la façon dont c'est fait. Cependant, ça crée énormément de problèmes dans les vraies relations, notamment chez les hommes, qui se retrouvent parfois en difficulté parce qu'ils sont plus ou moins formatés avec ce qu'il y a dans la pornographie. Et pourtant, ils continuent à avoir lorsqu'ils sont dans leurs vraies relations sexuelles. Et ils ont des problèmes dus à la pornographie. Je ne sais pas si... En gros, la question du sexe-performance. Mais ça impacte les deux. Voilà, ça impacte les deux, pas que les hommes. Ça impacte aussi les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui, elles, surtout les jeunes générations, encore plus,
qui, en fait, lorsqu'elles vont voir des films porno sur les différentes plateformes Internet qui existent aujourd'hui, et qu'elles doivent avoir leur premier rapport sexuel, ou qu'elles sont au début de leur carrière érotique, si je puis dire, en réalité, elles se disent, en fait, si je veux procurer du plaisir à l'autre et me procurer du plaisir à moi-même, voilà le modèle, c'est telle ou telle star du porno féminin qui, en fait, je dois lui ressembler. Limite, quand je jouis, je dois jouir comme elle. Quand je prends du plaisir, je dois être dans telle ou telle position. Donc, en fait, il y a tout un conditionnement nocif pour les jeunes générations, et ça concerne, en tout cas de ce que moi je peux observer, ça ne touche pas que les hommes, ça affecte aussi les femmes, et je me demande si c'est même pas pire pour les femmes. Et oui, et ça montre quelque part le fait que ce n'est pas que visuel, puisque parfois les personnes peuvent imiter ce qu'elles voient et ça ne fonctionne pas. Ce que je voulais dire par organe visuel, c'est-à-dire que le masculin, visuellement, la vue est un organe prédominant. Dans l'excitation. Dans l'excitation. Mais moi, j'aimerais bien préciser quelque chose quand même tout à l'heure, parce que j'ai entendu que le clitoris était l'organe du plaisir chez la femme. Je pense qu'on oublie quand même l'organe principal, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, qui est le cerveau. C'est le cerveau aussi, l'organe principal du plaisir. Ou en tout cas, c'est par là aussi que passe une grande partie de l'excitation, donc du désir d'ailleurs, qui précède l'excitation. Oui, c'est pour ça que pour les deux, dans tous les cas, l'érotisme, c'est aussi le cerveau. Il n'y a pas que... Justement, la sexualité humaine, ça n'est pas la sexualité reproductive, c'est l'érotisme. L'érotisme, c'est l'art de la sexualité, donc c'est aussi et avant tout le cerveau. Donc oui, il y a des organes sexuels et des organes de plaisir, le clitoris, le pénis, la verge, et toutes sortes de zones érogènes sur le corps. Mais le cerveau est aussi une zone érogène. Et il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que, voilà, on va dire que la vue est un organe... C'est un sens, parmi tant voilà. d'autres. Mais le cerveau est là. Peut-être que pour que vous et ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent un peu mieux, en tout cas pour nous en sexologie, on définit ce que vous diriez le sexe ou la sexualité, et que nous on dit plutôt l'érotisme, en fait, suivant 3 dimensions ou 3 fonctions. Disons que vous avez la fonction aphrodisiaque, c'est-à-dire ce qui suscite comme une pilule aphrodisiaque. Tout le monde connaît le terme aphrodisiaque. Donc voilà, donc vous avez la dimension aphrodisiaque chez tous les individus. Ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc ça, c'est une production du désir et du plaisir, qui est un système qui fonctionne en relation. Ensuite, vous avez la fonction affective. Donc la fonction affective, ou la dimension affective, là, il s'agit de ce qu'on peut appeler l'expression de la tendresse. Parce que la tendresse, c'est quelque chose qui est capital. Des fois, les gens parlent de l'équilibre du couple en oubliant, en fait, ce paramètre qui est très important. Donc, ça, c'est la dimension affective. Ensuite, vous avez, qui est un langage. C'est-à-dire que c'est le docteur Chapman qui a travaillé dessus, qui a décrypté, en fait, 5 critères de tendresse. Sauf que, généralement, quand on parle de tendresse, les gens pensent généralement aux gestes affectueux, aux caresses, à des choses comme ça. Sauf qu'il y en a 4 autres. Et vous avez donc les gestes toucher physique, qui peut aller jusqu'à la sexualité, mais qui n'est pas obligé d'aller jusqu'au rapport sexuel. Hein. Ça va des caresses, des bisous, jusqu'à l'acte sexuel, effectivement. Vous avez également les mots doux. Vous avez le temps de qualité. Oui, c'est-à-dire prendre du temps ensemble. Prendre du temps ensemble. Faire des choses ensemble. De donc qualité. Ça, c'est un autre critère de tendresse. Et vous avez également les services, se rendre service. L'attention, penser à l'autre.
Voilà. Et puis, le dernier critère, ce sont les cadeaux. Offrir quelque chose. Offrir un cadeau à quelqu'un. Voilà. Donc, en fait, dans le langage du couple, cette expression de la tendresse est quelque chose de très important. Parce que, si vous voulez, nous, on a travaillé sur une étude en France sur les couples interraciaux, noir-blanc, pour ne pas faire les choses à moitié. Et on s'est rendu compte que dans ces couples qui étaient à la fois interculturels, c'est-à-dire qui avaient des cultures différentes et qui avaient la spécificité interraciale, on s'est rendu compte, sans le chercher, en tout cas on s'est juste dit on va poser des questions à ces couples-là pour voir quelle est leur expression de la tendresse, et ben on s'est rendu compte que ce n'était finalement pas un critère aussi évident et qui était très important. Parce que l'expression de la tendresse, chez certaines personnes, d'un point de vue de leur parcours de vie ou de leur culture, ou de leur sensibilité, en fait, est primordiale dans le couple. C'est-à-dire que si vous avez une personne pour qui se tenir la main, c'est très important, vous pouvez être le meilleur amant qui soit, à un moment donné, c'est un manque. Parce que ce qui est quand même très important, puisqu'on parle de la place du sexe dans le couple, comme on l'a dit plus tôt, il y a une dimension du couple social et du couple intime. Et dans les deux, vous avez un contrat à chaque fois. Qu'il soit dit ou pas, les gens ne se mettent pas ensemble s'il n'y a pas un contrat. Soit c'est un contrat de fait, soit c'est un contrat qu'on élabore ensemble. Mais ça reste un contrat. Et le contrat intime, dans le contrat intime, vous avez justement ce lien qui est la tendresse et qui est l'érotisme ou la sexualité. Et observez-vous, sans vouloir vous interrompre, observez-vous un lien entre la tendresse et la virilité? Autrement dit, est-ce que, à mesure qu'on déploie de la tendresse, finalement, on limite ou on amenuise son rapport à la virilité? Est-ce que vous voyez un lien entre les deux? Je dis ça... Le concept de virilité, déjà, Déjà, il faudrait savoir, est-ce qu'il a... pourquoi mettre la virilité dans le couple? Moi, je vous renvoie à une question, là. Pourquoi mettre la virilité dans le couple? Alors, pourquoi mettre cette question de la virilité dans le couple? Alors, pour moi, parce que la tendresse, dans une vision virile, pour ne pas dire viriliste, ça affaiblit. Depuis la nuit des temps, les soldats, ceux qui vont au front... qui se doivent de faire preuve et de courage et de dureté mentale, se tiennent à distance de la tendresse. On se souvient, à défaut d'avoir lu du film 300, je ne sais pas si on l'a tous vu, un des films cultes, où Léonidas, le chef de file, qui mène son armée quasiment au sacrifice collectif, au moment de dire adieu à sa reine, celle-ci lui remet un collier. Et puis, il a à deux doigts de la prendre dans ses bras, de l'étreindre, une étreinte d'adieu. Et là, il ne le fait pas. Et le geste, le non-acte est relayé par la voix narrative qui dit « Je t'aime mon amour », mais il ne l'a pas dit. Car à Sparte, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Seuls les durs et les forts ont le privilège de s'appeler Spartiates. Seuls les durs, seuls les forts. Et cette logique qui consiste à opposer virilité et tendresse explique aussi, par exemple, qu'en temps de guerre, pour abattre le camp ennemi, la femme fasse office de butin, c'est-à-dire en gros le viol collectif. Donc c'est vraiment, en tout cas, est-ce que ça, à votre échelle sociétale, vous l'avez observé? Est-ce que moins un homme est tendre, et plus il est accroché ou soucieux d'une forme de virilité? Après, ça dépend de ce qu'on appelle la virilité et où elle s'exprime, dans quel cadre. Tout est toujours une question de contexte. Est-ce qu'on est en train de parler de la sphère publique ou de la sphère privée? Oui, et du couple, et de quel couple parlons? De quel couple on parle, puisque là on est sur une autre époque en fait. Le couple ne se formait pas autour de l'amour romantique. Donc actuellement, on est sur l'amour romantique. Est-ce que l'amour romantique est viril? Alors, l'amour romantique... La vraie question aussi, elle est là. La courtoisie, est-ce que c'est viril? L'amour courtois est-il viril? L'amour courtois, c'est une virilité dans la mesure où c'est quand même, que ce soit le chevalier servant ou le prince charmant, c'est le chevalier et c'est le prince. C'est-à-dire que c'est des hommes de guerre, avant tout,
qui ensuite plient le genou pour madame. C'est d'abord des hommes forgés dans la virilité. Donc ils sont virils. Voilà, ils sont virils. Maintenant, cette Et virilité, ils sont tendres. Ouais, ils sont tendres. Maintenant, cette virilité, non, ils témoignent des aspects d'une tendresse, c'est-à-dire une rose et autres. Maintenant, Oui. moi, c'est une question que je pose. Oui, Est-ce mais que donc c'est vous pour avez ça que je dis, observé quelle définition on se fait? C'est-à-dire de la même façon qu'il y a des critères de tendresse, des catégories dans la tendresse, C'est-à-dire qu'en gros, par exemple... de la même façon, je pourrais dire qu'il y a aussi des critères dans la virilité. C'est-à-dire que le chevalier, l'image qu'on a quand même du pro-chevalier, c'est quand même une image romantique. C'est-à-dire que c'est justement cette ambivalence qui le rend fantasme en réalité. C'est-à-dire qu'il peut être à la fois celui qui va aller décapiter le dragon, mais en même temps celui qui va avoir la délicatesse de cueillir une rose et de la présenter à sa belle, un genou à terre et le cœur, la poitrine offerte. Donc, de quelle virilité on parle, de quelle tendresse on parle, dans quel contexte, et est-ce que, tout simplement, ce ne serait peut-être pas chez certains hommes, je dis bien chez certains hommes, les faces d'une même médaille, et trouver en fait simplement un équilibre, comme le chevalier a pu trouver un équilibre, puisque le romantisme, le chevalier fait partie des icônes du romantisme, et de la même façon que ce même chevalier fait partie des icônes de la virilité. Oui, je t'en prie. Du coup, pour en revenir à la question de base, en ce qui concerne la place du sexe dans le couple, à quel point le sexe est important dans une vie de couple aujourd'hui? On en revient toujours à la même question, pourquoi les gens se sont mis en couple? Si on Est-ce devait que, donner un pourcentage, est-ce que... Le pourcentage, en fait, pour rentrer dans des Tellement. pourcentages, pour moi, ce serait comme rentrer dans des statistiques d'élections présidentielles. Des sondages. Des sondages. Oui, disons ça qu'en dépend fait, de ça chaque dépend du couple. projet. C'est-à-dire que ça dépend du projet et de ce qu'on appelle sexe. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans l'érotisme ou est-ce qu'on est dans la procréation, la génitalité. Disons qu'en fait, vous avez des personnes qui font couple parce qu'ils ont un projet d'enfant. Vous avez des personnes qui font couple parce qu'ils ont un projet d'alliance familiale. Bon, alors prenons le mélange des deux, ce qui est le plus courant en vrai Donc aujourd'hui c'est dans pour la ça qu'en société. fait, pour Alors, mieux répondre à votre ouais. question, je pense qu'il faut vraiment se suis pas questionner sûre. sur le projet des individus, en sachant que la sexualité, comme vous l'entendez, peut aussi, s'il s'agit de plaisir, se faire sans sexe. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont ensemble, qui ont, si vous voulez, une vie qui est très harmonieuse, mais qui vont avoir un rapport au sexe qui ne va pas être forcément sexué ou sexuel, en réalité. Donc, tout ça est très important pour se dire quelle est l'importance de la place du sexe. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, il y a l'intimité, et donc dans l'intimité, il y a des gens que vous pouvez voir dans la rue, qui sont très tendres, qui s'attrapent par la main, qui sont très fusionnels même, mais qui ne vont pas avoir le même rapport à la sexualité comme on pourrait se l'imaginer. Moi, je pense qu'on pourrait répondre d'une autre manière, en fait, parce qu'effectivement, là, comme on l'a dit, il y a le couple amical, compagnon, en fait. On cherche un compagnon de vie. Et du coup, la sexualité, est-ce qu'elle est importante dans un couple comme ça? Peut-être pas tant que ça, en fait. Peut-être même elle est inexistante, puisqu'il y a même des couples d'asexuels, des gens qui n'ont pas d'attirance sexuelle et qui se mettent en couple. Donc un couple, ça peut être aussi un couple où il n'y a pas de sexualité. Il y a le couple érotique. Alors oui, il y a le couple pour qui c'est très important. Ils ont construit leur couple là-dessus et c'est ce qui prime. Voilà. Mais il y a aussi le couple qui est donc dans l'optique d'avoir une famille. Et parfois, dans ces couples-là, une fois que les enfants sont là, il n'y a plus d'érotisme, il n'y a plus de sexualité. Et certaines personnes s'en contentent et d'autres pas. En fait, la question est de savoir est-ce que les deux personnes ont fait le bon casting? Est-ce qu'ils étaient bien d'accord sur ce qui les intéresse dans cette, cette activité, en fait? Parce que ça reste une des raisons pour lesquelles on peut se mettre en couple, mais ça peut être aussi pas du tout pour ça qu'on se met en couple. Et donc, c'est de savoir est-ce qu'on a bien discuté de ça avant? Est-ce qu'on s'est bien compris? Et même, est-ce qu'on se connaît soi-même? Puisqu'il peut y avoir certaines personnes qui pensent
que c'est important pour elle. Et puis une fois que le couple est fait, ben, finalement non. C'était pas ça l'important. Et un paramètre, Il y a pression sociale aussi, absolument, sur le plaisir, absolument. sur la sexualité, sur l'érotisme, sur la jouissance. Tout ça, c'est une pression sociale. Est-ce que ça nous correspond? Voilà, je pense que c'est surtout ça la question qu'il faut Vos propos se sont poser. tellement riches qu'on pourrait s'éterniser. Ah bah oui. J'achèverai avec juste une petite question. À travers le terme d'hypersexualisation de la société, on voit dans des collèges transformés en, excusez-moi de l'expression, en bésodrome, les parents s'insurgent, on voit des concours de minimis, c'est-à-dire vraiment, il y a la sonnette d'alarme. Est-ce que finalement ce qualificatif d'hypersexualisation, ce n'est pas un qualificatif patriarcal? Est-ce que sous un autre angle, on pourrait y voir, même si ça peut nous heurter, nous, notre génération, tout simplement une libération finalement des corps et qui ouvre la voie à un autre type de société où le sexe ne devient plus sacro-saint, où le sexe devient presque un sport, au même titre que le catch, la boxe, le hockey, que sais-je. Étant donné que quantité de plus en plus, surtout de la nouvelle génération, perçoivent l'activité sexuelle vraiment comme une activité limite sportive. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être, on va dire, qui peut décrire un changement des mentalités avec ce que ça peut occasionner au niveau des familles, évidemment, puisque aussi le sexe, en tout cas l'unicité, l'exclusivité, est constitutive dans bien des cas, dans la grande majorité des cas aussi du couple et des familles. Est-ce que ce mouvement-là, est-ce que l'hypersexualisation, finalement, ce n'est pas juste les derniers cris de désespoir du patriarcat qui refuse de voir le monde changer? Donc on imaginerait qu'avant, les gens étaient monogames, mais ils n'allaient pas voir ailleurs. Non, il n'y avait pas il y avait la sacralité autour du sexe, Oui, en général. mais ça n'empêchait pas les gens de le pratiquer ailleurs que dans le couple. Ah oui, mais moi je parle dans le Donc discours en et dans réalité, est-ce qu'on l'acceptation n'est morale. pas... Oui, non, mais j'entends bien qu'il y a une perception différente de la société ou peut-être une transformation de la perception de la monogamie, de l'exclusivité sexuelle. Bon, est-ce que là-dedans, les émotions ne sont pas toutes les mêmes, peu importe la raison pour laquelle, ou en tout cas le cadre qu'on se met. C'est-à-dire un cadre monogame avec la fidélité, mais bon, on peut faire des écarts parce que finalement tout le monde en fait ou presque. Ou est-ce qu'on se dit qu'on est dans un couple ouvert, mais est-ce que c'est pour autant les émotions sont différentes? Est-ce qu'en réalité les choses ne sont pas les mêmes mais présentées différemment? Voilà, c'est la question qu'on pourrait se poser. Moi, ce que je dirais, que je rajouterais, En guise de conclusion, est-ce qu'on ne parle pas d'hypersexualisation de la société depuis que c'est devenu l'affaire des femmes et qu'elles ont pris ça en main? C'est ce que je dis, c'est pour ça que je parle de, finalement, c'est le regard, c'est le dernier cri du patriarcat qui refuse de voir, donc, finalement... Effectivement, donc moi je vais dans votre sens pour dire tout simplement que l'hypersexualisation, il y a toujours eu de la pornographie depuis très longtemps. Je me rappelle, à une certaine époque, il n'y avait pas un film français sans une femme à poil qui traverse la pièce. Disons qu'il y a toujours eu une hypersexualisation, ça dépend du regard de chacun. Maintenant, aujourd'hui, je dirais tout simplement qu'il y a une prise de conscience qui est très importante parce qu'elle peut aider aussi bien les femmes à mieux être et puis aider les hommes également à mieux être parce que on parle de l'hypersexualisation, mais il y a quand même, en tout cas moi je peux observer quand même une grande fragilité, une grande insécurité aussi bien chez les hommes et chez les femmes qui entraîne justement le fait qu'aujourd'hui la sexualité prenne un autre tournant parce que inévitablement une chose est sûre, c'est que dans le couple la sexualité ou l'érotisme c'est un enjeu majeur parce que ça permet d'être en confiance avec l'autre. Et la découverte de soi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, dans le couple social, on renouvelle ses vœux, on peut renouveler ses vœux, mais la sexualité ou l'érotisme permet de renouveler ses vœux d'intimité à chaque fois qu'on fait l'amour. Ça, c'est une belle conclusion. Je dirais que la place, en fait, dans un couple, c'est la place qu'on a envie d'y mettre et que c'est surtout ça qui est important, qu'il n'y a pas une place unique,
Il n'y a pas un pourcentage qu'il faudrait donner pour tout couple. Ni tous plat les de couples. résistance, ni dessert. Non, ça dépend Non. vraiment En fait, des envies de chacun. Justement, pour revenir à plat de résistance ou dessert, Oui. on va conclure là. Je vous en donne la parole. Plat de résistance ou dessert, moi je dirais que ce n'est ni un plat de résistance, ni un dessert. C'est un repas. plat, c'est un repas qu'on partage ensemble et on est ensemble pour aller faire les courses, on est ensemble pour déballer les courses, on est ensemble pour cuisiner, on est ensemble pour dresser la table, on est ensemble pour servir et pour manger tous ensemble, ce qui convient à chacun parce que, inévitablement, chacun a des raisons qui lui sont propres de jouir, en réalité. Rien d'autre à rajouter. Discussion de haut vol, vous en avez l'habitude dorénavant, les funérailles des tabous sont là pour ça, mettre l'intelligence collective au service de l'avenir, au service de nos préoccupations quotidiennes, toujours en obéissant à cette exigence imposée par France Fanon, répondre à notre mission générationnelle. Cette mission, elle nous impose d'être en collectif. Pourquoi ? Pour la raison toute simple, vous le connaissez déjà. Seul, on va vite, mais c'est ensemble qu'on va loin, et c'est ensemble autour d'une table qu'on va loin et haut. C'était les funérailles des tabous. Je vous dis à très bientôt.